Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur la chaîne de l'Institut des Libertés. Cette semaine, encore une fois, le délit d'opinion. C'est le dernier de l'année, le dernier de la saison. On recommencera en septembre. Là, l'actualité de la semaine, elle se concentre beaucoup autour des dernières élections, les élections régionales. Donc on va beaucoup parler de ça. Et on va parler également de votre dernier article sur le site donc de l'Institut des Libertés. Pareil, dernier article de l'année avant septembre. Avant septembre, oui. Donc, première question, ce dimanche dernier, il y avait des élections, premier tour des élections régionales. Est-ce que vous êtes allé voter? Non. Pourquoi? Eh bien, écoutez, d'abord parce que le vote blanc n'est pas reconnu. D'accord. Si le vote blanc était reconnu, et si, par exemple, s'il y avait 50%, si plus de 50% des gens votaient blanc, ça devrait entraîner automatiquement une nouvelle élection. Donc là, on me présente que des chevaux de retour, usés jusqu'à la corde, qui n'ont rien à dire, qui ont toujours échoué dans tout ce qu'ils ont fait. Donc je me dis, tiens, je vais lire les journaux du dimanche anglais, ça sera plus intelligent, quoi. J'ai pas envie d'aller me traîner dans un endroit qui... Nous avons un vrai problème de société, c'est que la classe politique est tellement démonétisée que pour aller voter, il faut en faire partie. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression que les seuls qui sont allés voter, c'est ceux qui ont un intérêt dans un parti ou dans un autre, si j'ose dire, qui en font partie. Mais le Français de base, lui, il est allé faire autre chose. Et alors, le fait majeur, justement, de ces élections, que tout le monde a relevé, plus que les résultats encore, c'était le degré d'abstention qui était vraiment énorme. Gigantesque. Comment vous expliquez cette abstention? Ben écoutez, on en a souvent parlé ici avec beaucoup d'intervenants, des gens très compétents. Je crois que la réponse est d'une simplicité biblique, c'est que vous votiez pour l'un ou pour l'autre, ça ne change rien du tout. C'est-à-dire que vous ayez voté depuis 30 ou 40 ans pour M. Juppé ou M. Fabius, écoutez, il faut avoir un œil exercé pour voir la même moindre différence politique. La politique française a été affermée à Bruxelles. Les décisions qui s'appliquent à la France monétaire sont prises à Francfort. Les décisions en ce qui concerne la justice sont prises à Luxembourg ou à Strasbourg. Donc, exactement, mais pour aller voter, il faut encore vous déléguer votre souveraineté quand vous votez à quelqu'un qui vous représente et qui va prendre des décisions dont vous espérez qu'elles seront en accord avec vos idées. Là, les gars, ils ne servent strictement à rien, ils n'ont plus aucun pouvoir. Et vous dites, mais pourquoi je vais aller voter pour ces guignols? Pour qu'ils aient une voiture de fonction? Vous vous dites, mais ça n'a plus aucun intérêt. Les élections en France sont arrivées au degré d'intérêt de 0, quoi. Mais alors, si on veut essayer de sortir un petit peu justement du système que vous décrivez, il y a un parti assez connu qui a la réputation d'être anti-système, c'est le Rassemblement national. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu du coup un vote massif justement pour ce parti? Cette bonne Marine Le Pen, qui est sûrement un grand esprit politique que je comprends mal, à la place de faire une campagne trumpienne, de dire, écoutez, on va se payer le système, et on va se payer bien, quoi. Elle est en train d'essayer de devenir la sœur jumelle de Madame Pécresse, avec les mêmes idées, par exemple, elle a annoncé que si elle était élue, ou quand elle sera élue à la présidence de la République, elle maintiendra la France dans la Cour des droits de l'homme. On se demande, pourquoi les lire, puisque les décisions prises par Bruxelles continueront à s'imposer à nous, qu'on élise Madame Le Pen ou pas. Donc, à force de vouloir être acceptée par les autres petites filles dans la cour de récréation, elle en perd tout ce qui faisait... Sa spécificité. Donc, je crois que le Front National a perdu 8% de vote, un peu plus. Donc, ils étaient à 28, donc ils ont dû perdre, je sais pas, c'est quand même très étonnant de se tromper à ce point sur la nature du malaise français. Son père avait fait le bon diagnostic, mais offrait des mauvaises solutions souvent. Et elle offre ni diagnostic, elle fait le mauvais diagnostic et elle offre des mauvaises solutions. Alors vraiment, vous dites, pour qui je vais voter, quoi. Est-ce que c'est de sa faute si
ses électeurs habituels ne se sont pas autant mobilisés que d'habitude. Vous savez, c'est ce que disait Joffre quand il parlait de la bataille de la Marne. Il disait, je sais pas qui l'a gagné, parce qu'on disait tout le tour, c'est Castelnau, c'est un autre général, etc. C'était pas Joffre. Il disait, mais je sais très bien qu'il aurait perdu. Je sais très bien, en tout cas, que Madame Le Pen n'a pas gagné ces élections. Ah oui, ça c'est clair. Et donc, ben voilà, c'est tout ce que je voulais besoin de savoir, c'est que si elle n'a pas gagné ces élections, c'est qu'elle a échoué, quoi. Est-ce que ce parti vient de prouver qu'il est incapable de gagner quoi que ce soit, y compris la prochaine présidentielle? Ben, il me semble de plus en plus évident que ben, ça s'est transformé en une espèce de... Au départ, Le Pen était intéressant parce qu'il a cherché à exercer ce qu'on appelle en politique la fonction tribunicienne, c'est-à-dire qu'il cherchait pas à être élu, mais il cherchait à parler au nom du peuple. En fait, c'était grosso modo un gros gilet jaune, vous voyez ce que je veux dire. Il était là, il avait la faconde, il venait du peuple, il était bon. Donc une fonction tribunicienne, c'est très important dans un pays, parce que ça permet à toute une série de gens d'entendre certains sujets, certains discours. Et puis c'est un peu le fou du roi, quoi. C'est un peu la même idée. Eh bien là, il n'y a plus de fou du roi. Je vous dis, elle est devenue à peu près aussi intéressante que Madame Pécresse, quoi. Donc, je regarde ça, je me dis, ben, c'est une erreur de stratégie totale de la part de Madame Le Pen. En fait, j'ai l'impression qu'elle essaye à tout prix de se faire accepter par ses adversaires politiques, chose qui n'arrivera jamais, même si un jour elle a exactement les mêmes positions que le Parti socialiste. Toute la classe politique l'appellera toujours l'extrême droite et toute la classe politique fera toujours barrage contre elle. Ben, d'ailleurs, j'ai vu un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est que Madame Le Pen disait que la seule façon de faire barrage contre Zemmour, c'était de voter pour elle. On arrive donc le Front républicain maintenant. Elle va essayer d'en faire partie. Oui. Elle va essayer d'en faire partie contre Zemmour, ce que je trouve du dernier rigolo, quoi. Alors que je pense que Zemmour, alors même qu'il a des positions plus droitières que Marine Le Pen, susciterait un moins gros Front républicain contre lui. Ben, Zemmour, il dit des choses qui sont très mal vues et tout, mais il a un avantage immense, si vous voulez, c'est qu'il est de confession juive, donc on peut pas l'accuser d'être antisémite, qui est quand même ce dont on a accusé les Le Pen depuis donc avoir un politicien d'extrême droite et antisémite, ça c'est facile. C'est un poids énorme pour Marine Le Pen en politique, déjà d'avoir le nom qu'elle a, et d'autre part d'avoir le parti qu'elle a, parce qu'à chaque fois c'est vraiment les deux seuls arguments qui ressortent. Jamais quelqu'un ne prend le programme en tant que tel du Rassemblement National et dit « Ah non, mais votre mesure numéro 36, vous vous rendez compte, c'est insupportable ». Non, à chaque fois c'est Marine Le Pen, la fille c'est le père c'est Hitler, et le parti c'est il a été fondé par... Voilà, c'est la réduction anti-Hitler, le pro-colonialiste. Donc, bah oui, il y a des moments où il faut s'assumer, et Madame Le Pen est incapable d'assumer ses idées. Et d'après ce que j'ai vu, les candidats qu'elle a présentés aussi n'étaient pas toujours des candidats locaux, mais des candidats qu'on avait vu venir du centre pour remplacer des candidats locaux. Ce qui fait que il y a aussi une espèce de prise de contrôle. Apparemment, je n'y connais pas grand-chose dans le parti, mais enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a une espèce de prise de contrôle dans le parti qui s'est fait. On a essayé d'envoyer des gars du sommet pour prendre des positions en province. C'est du parachutage. Des parachutages, et ça fait un flop. Ouais, monumental. Monumental. Donc, il me semble qu'elle cumule les erreurs, quoi. Mais je trouve que ce qui fait que vous avez tout le monde vous disait qu'on allait avoir une élection Le Pen-Macron, et qu'il n'y en aura peut-être ni l'un ni l'autre. Ce serait très intéressant, je serais plutôt pour, je pense. Bah, moi aussi, ce serait une excellente idée si on avait ni Macron ni Le Pen, parce que Macron, il est unanimement détesté, Le Pen, elle se débrouille pour faire campagne contre ses intérêts, donc... Et je trouve aussi qu'au sein de ce parti, on entretient un espoir qui est assez malsain, parce que je connais des gens qui travaillent au Rassemblement National, qui m'ont dit quelques jours avant les élections que possiblement ils pourraient gagner 3 régions. Au final, ils vont probablement en gagner aucune. Mais oui, ça c'est... Ça ne fait que confirmer ce que je dis, quoi. Ça ne fait que confirmer ce que je dis. C'est-à-dire, si vous êtes, par exemple, sur tous les débats de société, sur les histoires
GPA, tous les trucs, etc. Je crois que les députés du Front National n'étaient pas à la Chambre. Ils ne sont même pas présentés. Donc vous vous dites, mais bon, c'est pas qu'on peut être pour ou contre, mais il est probable que leur électorat a une idée assez arrêtée sur la question. Absolument. Et donc, où ils expliquent à leur électorat qu'ils ont tort, où ils expliquent à leur électorat qu'ils ont raison, mais en tout état de cause, ils ne peuvent pas passer outre à des débats de société comme ça en disant, nous, on n'est pas là, quoi. Et alors, il y a un autre parti qui, lui, a fait des très mauvais résultats également. C'est le parti de la majorité présidentielle, c'est La République En Marche, qui, je crois, est le 5e parti en nombre de votes bruts. Il y a des endroits où il peut même pas se maintenir, je crois. Absolument. Bah, par exemple, dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, le score est de 9%. Donc, Éric Dupond-Moretti ne fait pas partie du second tour, par exemple. Est-ce qu'il va donner sa démission, du coup? Non. Ah non, non. Non, parce que ce serait bien, autrefois, si vous voulez, quand un homme politique était battu, enfin, national, un ministre régalien était battu, il était de bon ton de démissionner, oui. De démissionner, parce qu'on ne peut pas dire que sa présence ait entraîné un succès de la liste. Absolument, et même le chef de l'État, on se souvient du référendum de 1969 qui a été perdu par le général de Gaulle. Il y avait 47% de oui. Il en a tiré la conclusion qu'il devait partir du pouvoir. Et même d'ailleurs, quand il n'avait pas gagné la présidentielle de 65 au premier tour, il avait songé à démissionner. Il avait songé à démissionner. Mais ça c'est parce que c'était un homme, c'était un militaire, et c'était un homme politique professionnel. Ne prend pas un vote non comme une question de démissionner. Il dit je me suis mal fait comprendre. Non, il faut pas. Si les hommes politiques démissionnaient parce qu'ils ont échoué, on n'en serait pas là où on en est quand même. Mais c'est dommage parce que la plupart des hommes politiques, on peut penser qu'ils réagissent comme ça parce qu'ils ne savent pas faire quoi que ce soit d'autre que de la politique et être être payé par l'État. Et du coup, il faut absolument qu'ils se maintiennent et pour ça, ils font absolument tout et n'importe quoi et ils gardent tous les prétextes. Or là, Dupond-Moretti, c'est quand même quelqu'un qui avait autrefois une bonne carrière d'avocat. Donc a priori, il sait faire autre chose et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il sait faire que ça. Parce que visiblement, la politique, ça ne le réussit pas trop. Il ne le réussit pas trop. Bah, oui, c'est un peu ça. C'est... il est bon, si vous voulez, quand vous avez échoué en politique, de retourner dans la société civile, et là vous apprenez tous les malheurs que vous avez faits, parce qu'en général vous devez composer avec les lois que vous avez votées qui vous empêchent de bosser, quoi. Donc parfois ils apprennent des choses, tandis que quand ils restent dans les cabinets nationaux, ils restent avec leur voiture de fonction et leurs privilèges. C'est quand même... Non, mais on a une classe politique qui est très spéciale en France, qui est inamovible, qui ne meurt jamais. Et quand par hasard il meurt, ce que disait Alexandre Sanguinetti, qui était un politicien, un gaulliste du début des années 60, il disait « La raison pour laquelle il y a tellement de monde à l'enterrement d'un homme politique, c'est qu'ils veulent être vraiment sûrs qu'il est vraiment mort, quoi. C'est qu'ils veulent le voir, parce que sinon il revient toujours. Regardez par exemple Mitterrand avec l'affaire du jardin de l'Observatoire, avec l'enregistrement, il n'aurait jamais dû revenir. Et puis on l'a eu comme président de la République. Et puis donc, si vous voulez, cette capacité des hommes politiques à échouer et à revenir est quand même très au-dessus de la norme. Oui, absolument. Et du coup, comment vous interprétez ces faibles résultats pour La République En Marche ? La République En Marche, si vous voulez, c'est ceux qui soutiennent Macron, non ? Globalement, il a aucun enracinement local. C'est pas les votes au Touquet qui vont faire un enracinement local. Bon, parce que je sais même pas s'il est bien vu au Touquet, j'en sais rien. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé au Touquet d'ailleurs. Aucun enracinement local et je crois que dans toutes les espèces de sondages d'opinion ou tests de popularité où on teste une trentaine de personnes, on leur pose des questions pour savoir comment ils réagissent,
Je crois que c'est le président, je peux me tromper, mais je crois que c'est le président de la Ve République qui est le plus haï dans l'histoire. Il est incroyablement haï. C'est-à-dire qu'il a mettons qu'il a ses, je sais pas, 20% de supporters, là. Mais il a au moins 30% de gens qui le haïssent, mais à un point maladif. Et donc, c'est quand même très curieux qu'il ait fait toutes ses voix. Moi, je trouve admirable qu'il ait fait 10% des voix, quoi. Je m'attendais à ce qu'il en fasse 3 ou 4. Oui, bah après, s'il a effectivement sa base de 20%, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Mais enfin, il y en a quand même la moitié qui n'ont pas été votés, quoi. Oui. Parce qu'il fait 10% de gens dans un monde où il n'y a que 65% d'abstention. Donc, quand même, ça vous fait 35%, et ça lui fait 3,5% des voix, quoi. Ouais, ça fait pas lourd. Il est à peu près aussi populaire que Hollande à la fin de son mandat, quoi. Mais il y a aussi autre chose, un autre phénomène qu'on observe, c'est de part et d'autre l'union de la gauche que certains d'ailleurs ont critiqué. Par exemple, Valérie Pécresse a critiqué le fait que le PS s'allie avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est un parti qui maintenant est un petit peu infréquentable par rapport aux dernières sorties de Un parti n'est jamais infréquentable s'il se dit à gauche. Dans la mythologie française, vous pouvez toujours vous allier avec quelqu'un qui est plus à gauche que vous. On trouvera ça toujours très bien parce que ça prouve que vous êtes un homme bien. Il y a des partis qui sont infréquentables, mais ils sont toujours à droite. Oui. Après, le parti de Mélenchon ne suscitera jamais un tel barrage que le Rassemblement national. Mais enfin. Mais moi, je trouve qu'il est infréquentable parce que je le trouve complètement infréquentable. Et je veux dire, dans les médias, etc. Si vous vous alliez à un parti qui est à votre gauche et qui est pour Cuba, qui est pour les camps de concentration en Union soviétique, qui a toujours été pour ça, etc., vous serez parfaitement pardonné immédiatement. En l'occurrence, là, je trouve que même au sein de la gauche, parfois, il trouve qu'il fait trop d'excès et que du coup, ce faisant... Ça ne les empêche pas de s'allier avec lui. Ah non, ça les empêche pas de s'allier avec lui. Mais du coup, Valérie Pécresse reproche au Parti Socialiste et aux Verts de s'allier avec le parti de Mélenchon. Du coup, ça a l'air quelque chose de tout à fait inenvisageable en Île-de-France. Et c'est quelque chose d'ailleurs de tout à fait normal quand c'est en région PACA, où on a pour le coup une liste qui va de lutte ouvrière, PCF, en passant par la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, La République En Marche, pour aller jusqu'aux Républicains, pour derrière faire barrage à Thierry Mariani. Donc ce qui est impensable dans certaines régions, l'union de la gauche, est tout à fait pardonnable dans d'autres. Dans le PACA, c'est pas une union de la gauche, c'est une union contre Le Pen. Ça, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça prouve simplement que il n'y a pas de différence entre, si vous voulez, un Muselier et un Mélenchon, quoi. Ils sont faits pour coucher ensemble. Ils ont l'air d'avoir les mêmes idées, les mêmes ennemis. Donc il faut bien que les Français se rendent compte qu'on leur explique qu'il y a des gens de droite et des gens de gauche et qu'il y a des gens pour lesquels on ne peut pas voter. Mais moi, je suis stupéfait de voir à quel point nos élus se débrouillent toujours pour faire des pactes avec des gens qui ont supporté des assassins comme à Cuba, des criminels comme au Venezuela. Enfin, il n'y a jamais un problème là. Donc il me semble que... Tout en estimant derrière que le vrai danger pour la démocratie et la République, c'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen. Alors qu'elle n'arrête pas de faire des courbettes. Et puis le vrai danger, ce brave Le Pen, bon, même Le Pen le père, à ma connaissance, il n'a pas commis de crime contre l'humanité, non? Alors que les gens qui ont soutenu le Mélenchon en ont commis. À Cuba, Vietnam, tout ça, il y a eu plein de crimes contre l'humanité. Donc il y a une espèce de strabisme divergent dans la droite qui considère qu'elle a... ce bon Revel en a parlé. Tiens, donnez-moi le petit livre qui est là. Ceux qui veulent l'acheter peuvent toujours l'acheter. C'est les mémoires de Revel, c'est très bien fait. Il explique ça en long, en large et en travers. Le pauvre garçon se sentait plutôt de gauche.
Et il était plutôt libéral en économie, plutôt gauche dans le domaine sociétal, libéral aussi. Et il s'est battu toute sa vie contre des gens qui lui disaient que ne pas soutenir Cuba, ne pas soutenir le Vietnam, ne pas soutenir les marquages au Cambodge, les massacres au Cambodge, c'était être de droite. Et il disait, mais non, c'est... Voire même être fasciste. Voire même être fasciste. Donc si on disait du mal des Khmers rouges au début, ça prouvait qu'on était un salopard de droite et donc on ne pouvait pas faire alliance électorale avec vous. Mais c'est-à-dire, on a réussi dans nos civilisations, ce que je trouve à définir la gauche et la droite par rapport à l'action, à la façon dont on regardait le Parti communiste. Ouais. C'est le génie rhétorique stalinien. Donc on a dit, si vous êtes contre le Parti communiste, vous êtes automatiquement un salopard de droite. C'est la phrase de Sartre, tout anticommuniste est un chien. Est un chien, etc. Voilà. Très modéré. Et ça reste. C'est-à-dire que l'Église communiste est morte, mais son clergé est toujours là, il est très puissant. Et puis ça prend aujourd'hui une autre forme, pas tellement sur des critères purement socio-économiques, mais plutôt maintenant, on va dire, sur des critères de marxisme racial ou sexuel. C'est des minorités qui sont mises en avant. C'est ce qu'analyse très très bien Bock-Côté. Il faut, pour ceux que ça intéresse, il faut que vous lisiez les 2 derniers livres de Bock-Côté, où vous expliquez ça très très bien, qu'on est en train de passer de... Maintenant, le Messie, c'est plus le prolétaire, c'est l'immigré. Absolument. Et alors, dernière question, on va parler de votre article de la semaine qui s'intitule « N'ayez pas peur ». Vous réagissez à certaines pensées mortifères qui considèrent que l'Occident c'est terminé, que maintenant tout ce qui nous reste à faire c'est mourir avec élégance. Et vous dites non, c'est pas fini. D'abord, c'est pas fini, on n'en est jamais sûr. Et il y a eu, dans l'histoire de France, si vous voulez, si vous me placez à l'époque de Jeanne d'Arc, par exemple, vous vous souvenez peut-être de la petite chanson qu'on chantait, une petite comptine enfantine qui s'appelait Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme, vous la connaissez pas? Eh ben, ça datait de cette époque-là, parce que le royaume de France, c'était plus qu'Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme. C'était ça, le royaume de France, il n'y avait plus rien. Et puis, c'est redevenu la France. Donc, je vais vous répondre de façon... D'abord, n'ayez pas peur, ça vient des évangiles, de la Bible. N'ayez pas peur. C'était la parole du Christ quand il s'adressait à ses disciples après sa résurrection. N'ayez pas peur, c'est moi. Bon, n'ayez pas peur, donc ça veut dire, ayez confiance. Et l'espérance, c'est une des vertus théologales. C'est-à-dire que si vous perdez l'espérance, vous n'avez plus de raison de vivre. Vous voyez, bon. Qu'est-ce que nous disent ceux que dans le fond on est sur le Titanic, qu'on va couler et que tout ce qu'on doit faire c'est jouer plus près de toi mon Dieu l'orchestre et puis faire une dernière danse pendant que le bateau s'enfonce. Vous voyez, avoir de l'élégance en quelque sorte. C'est se foutre du monde. N'ayez pas peur, ça veut dire levez-vous et marchez. Avancez, agissez. Et ceux qui nous disent qu'on doit couler avec élégance, ils ont une notion marxiste de l'histoire. Ils viennent de la gauche et ils pensent que les forces sociologiques sont tellement importantes qu'il n'y a aucune place pour l'individu. Et Solzhenitsyn, dans le Chêne et le Veau, je crois que c'est dans le Chêne et le Veau, raconte que lui, il a toujours pensé que ses adversaires dans le Parti communiste lui expliquaient que ça servait à rien de se révolter contre les communistes parce que c'était l'histoire en marche et que donc il y avait une espèce d'énorme fleuve et qu'on se ferait emporter, que ça servait à rien. Il se battait contre des moulins à vent, c'était Don Quichotte, il était nul. Et Solzhenitsyn leur a répondu, vous savez, de temps en temps, il y a un rocher qui se détache d'une montagne, tombe dans le fleuve de l'histoire, change son cours. Et c'était lui le rocher, qui est tombé, et qui a changé le cours, et qui a fait tomber le communisme avec
Donc, encore une fois, il n'y a de déshonneur que dans les batailles qu'on ne livre pas. Donc, les gens pensent, par exemple, que la vague de la démographie est telle qu'on va perdre. Bien, c'est possible. Je ne dis pas qu'on va perdre, qu'on va gagner. Mais par contre, à cause de ces émissions, je me fais arrêter dans la rue par des tas de gens qui me disent « Bravo, monsieur Gave, continuez », ça m'arrive tout le temps. Et une fois sur deux, la personne qui m'arrête est soit un beurre, soit un noir. C'est-à-dire que je suis persuadé que dans ces jeunes immigrants qui arrivent, etc., il y en a un paquet qui veulent être français et à qui personne de français ne parle, en leur disant « Bienvenue à la maison, les gars ». Donc, à la limite, si je devais être un petit peu insultant, c'est pas sur les bourgeois que je compterais pour nous sortir de là. Parce que la bourgeoisie, si vous voulez, elle est toujours en train d'essayer de sauver ses intérêts. Je compterais sur les Papacitos ou sur les Baptiste Marché. Et qui, à mon avis, Papacito et Baptiste Marché, ils peuvent entraîner ces jeunes, parce qu'ils en sont, ces jeunes qui arrivent d'ailleurs, et qui seraient des Français, si vous voulez. Mon fils a été lieutenant dans l'armée française, il avait beaucoup de ces troupes qui étaient des Nord-Africains, parce que c'est un endroit où l'armée, ils aiment bien. Et ceux qu'a tué Mohamed Merah, avant de tuer les petits-enfants juifs, c'était aussi des soldats français, mais nord-africains. Donc, je veux dire, s'imaginer que la France, il faut être né en France et s'appeler Super Dupont pour être français, c'est totalement sous-estimer le pouvoir d'attraction de ce pays s'il redevient lui-même. Ce que je veux dire, je dis pas, je veux dire, on aura une France différente, mais j'ai presque envie de dire, je compte plutôt sur eux que sur les bourgeois du 16e pour refaire une France qui ressemblera à la France, mais qui sera différente, parce que la France est différente de génération en génération. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Apprenez à les connaître. Et moi, je suis stupéfait du nombre de gars qui viennent me voir qui sont issus de l'immigration. Pourquoi ? Parce que j'essaie de leur parler à eux, indépendamment de leur religion, n'importe quoi. Et je suis sûr qu'il y en a tout un tas qui aiment la France, quoi. Je trouvais que c'était un beau message pour terminer non seulement cette émission, mais aussi plus globalement cette saison à l'Institut des Libertés. Oui, c'est-à-dire, n'ayez pas peur. Organisez-vous. Mettez-vous les uns avec les autres. Parlez aux autres. Dites-leur qu'est-ce qu'on fait. Et surtout, ce que j'ai essayé de dire dans mon article, c'est la phrase qui tue, c'est « à quoi bon ?» À quoi bon ? Jamais. Si quelqu'un vous dit à quoi bon, mais tu te couvres de ridicule, mon pauvre vieux. Mais on n'en a rien à foutre des gens qui pensent à quoi bon. Très bien. Excellent message pour terminer cette émission et donc cette saison. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de mettre des commentaires, élogieux ou critiques d'ailleurs. Je reçois aussi les critiques. Et donc on vous dit à septembre. À septembre, et n'oubliez pas, si vous avez des problèmes de manque intense, que vous pouvez regarder les vieilles émissions ou lire les vieux papiers. C'est toujours en ligne. C'est pas plus mal. À bientôt et n'ayez pas peur.